Le clin d'œil de ce soir est axé sur cette interrogation, une jeunesse pour quel avenir? Voilà pour les titres. Et si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Gabon 24. Bon confort d'écoute à toutes et à tous. Politique en ouverture de ce journal, après avoir remporté la dernière présidentielle en Centrafrique avec plus de 53% des suffrages, le président Faustin Archange Touadéra a prêté serment ce mardi. Michel Tseni sur les écrits de Kenny Ongori. Si l'on pouvait craindre le report de l'élection présidentielle de décembre 2020 du fait de la pandémie du coronavirus qui sévit, la Cour constitutionnelle avait interdit toute prolongation du mandat du président en exercice au-delà de son terme. C'est ainsi que l'élection s'est tenue en décembre 2020. Un scrutin qui avait vu la participation de 17 candidats, dont le président sortant Faustin Archange Touadéra, qui l'emporte finalement dès le premier tour avec un score de 53% des suffrages, poursuivi par Anissé Georges Dologuélé avec 21% et Martin Ziguélé avec un peu plus de 7%, qui ont constitué le trio de tête. Mais le premier tour de ce scrutin a lieu dans un contexte particulier, la pression des groupes armés sur le gouvernement afin d'obtenir un report du scrutin laisse craindre une montée des violences, ce qui amène à un renforcement de la MINUSCA par des renforts russes et rwandais. Ce déploiement a permis aux opérations de vote de se dérouler dans le calme, notamment dans la capitale Bangui et dans certaines grandes villes. Le jour du vote, des rebelles armés ont tout de même investi certains sites de vote dans le nord-ouest du pays, empêchant l'ouverture de plus de 800 bureaux de vote d'ouvrir sur 5408 enregistrés. Selon les résultats annoncés en début du mois de janvier par l'Autorité nationale des élections, Faustin Archange Touadéra a été réélu pour un second mandat avec plus de 53% des suffrages, ne prenant en compte que les résultats issus des bureaux où le vote avait pu être effectif. Ce mardi, le président centrafricain a prêté serment pour un second mandat, une investiture placée sous le signe du dialogue républicain entre les acteurs politiques de tous bords en présence de nombreuses personnalités. Le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, les premiers ministres du Gabon et du Cameroun, Rose Christiane Soukara Ponda et Joseph Diangoute. L'Angola, le Congo, le Tchad et la Guinée équatoriale ont été représentés par leurs ministres des Affaires étrangères et la RDC par le président de l'Assemblée nationale. Et en République démocratique du Congo, un dialogue s'est ouvert le 29 mars à Kinshasa entre les communautés en conflit au nombre de 7. Ces travaux sont co-animés par le chef de la mission civile du président Félix Tshisekedi, piloté par le gouvernement central en collaboration avec l'ONG Interpeace, spécialisée dans le règlement des conflits. On en parle avec Armstrong Agaya. Nouvel essai pour mettre un terme au conflit dans les hauts plateaux en République démocratique du Congo. Modeste Baïti Lukwebo, le président du Sénat et originaire de la province du Sud Kivu, appelle à plus de sincérité. Dans cette guerre, chaque communauté ou presque est accusée par les forces de sécurité d'entretenir au moins un groupe armé. Les conflits liés à la terre sont certes réels, mais la solution la plus urgente passerait par des opérations militaires, pensent aujourd'hui certains leaders de communautés. Il faut renoncer aux armes pour la construction et le développement de cette partie du pays. Le patron de l'administration territoriale congolaise a quant à lui déclaré attendre de la centaine de participants un engagement ferme et un changement de mentalité orienté vers la cohabitation pacifique. En septembre 2020 encore, près de 70 groupes armés s'étaient réunis au nord de Bukavu, au sud Kivu, pour signer un accord de cessation des hostilités. Les conclusions du communiqué final ont été paraphées après 3 jours de discussions organisées par des ONG spécialisées dans la gestion des conflits. Faire prévaloir un environnement de reconstruction de la confiance par la cessation des opérations et la sécurisation du retour volontaire des déplacés est donc l'un des enjeux majeurs de cette rencontre. Seront-ils enfin acquittés? Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé seront donc fixés ce mercredi, accusés de crimes contre l'humanité commis entre 2010 et 2011 après des violences post-électorales en Côte d'Ivoire. Cette audience pourrait bien être la dernière si la décision d'acquittement rendue en janvier 2019 est confirmée. La Côte d'Ivoire et particulièrement ses militants retiennent leur souffle.
les regards de chacun seraient rivés vers le tribunal de La Haye, où Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé vont comparaître une nouvelle fois. Accusés entre autres de crimes contre l'humanité, meurtre, viol et persécution, les deux hommes avaient passé 10 années derrière les barreaux à La Haye, avant leur acquittement en janvier 2019 et leur libération sous caution la même année. La liberté de l'ancien président ivoirien et de son lieutenant a été soumise à des restrictions. Des restrictions relatives à l'appel interjeté par la procureure générale sortante de la Cour, Fatou Bensouda, en septembre de la même année. Après l'ouverture du dossier, il y a 10 années en arrière, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale va devoir statuer ce 31 mars sur la suite à donner à l'avenir judiciaire de l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, et son ministre, Charles Blé Goudé. Elle pourrait confirmer son acquittement et ainsi clore l'affaire ou ouvrir un nouveau procès. Si l'acquittement est confirmé, les conditions imposées à la libération seraient levées dans l'immédiat. Selon son avocate, l'ex-président est rentré en possession de 2 passeports, dont un ordinaire et un diplomatique. Son retour en Côte d'Ivoire est attendu depuis décembre dernier, mais à plusieurs reprises a été reporté. Si son acquittement est confirmé, l'ancien président Gbagbo, toujours très présent dans l'esprit de ses militants, pourrait très bientôt regagner son pays, la Côte d'Ivoire. Santé pour la suite. Jusqu'à 400 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson vont être livrées aux pays de l'Union africaine. C'est ce qu'a annoncé le 29 mars le géant pharmaceutique américain, alors que de nombreux pays restent en attente d'acquisition de vaccins. Après des mois de négociations entre l'Union africaine et le groupe pharmaceutique américain, un accord a finalement été trouvé. 220 millions de doses du sérum seront ainsi distribuées aux 55 pays membres de l'Union africaine. La livraison de ces vaccins par Johnson & Johnson devrait commencer dès le mois de septembre. Les pays concernés pourront ensuite commander 180 millions de doses supplémentaires qui seront acheminées d'ici 2022. Sur le continent, on se félicite de cet accord car pour se débarrasser du virus, procéder à la vaccination d'au moins 60% de la population africaine est un impératif. Pour rappel, le vaccin de Johnson & Johnson ne requiert qu'une seule injection. Il présente également un autre avantage parce qu'il peut être stocké à des températures de réfrigérateur plutôt que de congélateur, facilitant sa distribution. Le géant américain a d'ailleurs conclu un accord avec le groupe pharmaceutique sud-africain Aspen pour produire et distribuer ce vaccin sur le continent. L'Afrique du Sud a déjà commencé, il y a plus d'1 mois, sa campagne de vaccination avec ce dernier. Et quand la crise sanitaire touche le secteur agricole, ça donne que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture pour l'Afrique de l'Ouest a pris l'engagement d'intensifier son partenariat pour la transformation des systèmes agroalimentaires résilients de la sous-région. Le récit de Sabrina Kundipanda. À travers cet engagement, la FAO souhaite permettre aux pays de la sous-région ouest africaine d'accéder à la transformation de leur système agroalimentaire en faisant recours à la promotion de l'agroécologie, la maîtrise de la gestion de l'eau et la mise en place des initiatives d'agriculture numérique. La préoccupation de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture est l'intégration de l'approche genre et l'appui à l'emploi des jeunes dans le secteur agricole, tout en encourageant les États membres au respect de leur engagement à la déclaration de Maputo qui vise l'augmentation des investissements publics dans le secteur agricole. Pour le ministre ivoirien de la promotion de la riziculture, il est important que soit mené un travail d'ensemble en vue d'assurer l'autosuffisance alimentaire dans la sous-région. Pour renforcer le partenariat et partager les données entre les pays, la FAO mise davantage sur son initiative main dans la main afin d'accélérer la transformation agricole et le développement rural durable pour l'atteinte des objectifs de développement durable 1 et 2 que sont éradiquer la pauvreté et mettre fin à la faim et à toutes les formes de malnutrition. Quelle stratégie pour renforcer les systèmes alimentaires face à la Covid-19? La question a constitué le point focal de la réunion de l'équipe multidisciplinaire de la FAO pour le compte de la sous-région Afrique centrale, qui a donc jusqu'à mercredi pour tenter un renforcement sur la transformation des systèmes alimentaires. Modeste comme. Le chiffre est impressionnant.
Près de 60 millions de personnes souffrent de la faim en Afrique centrale. Les défis sont donc nombreux pour les Nations Unies, mais plus particulièrement la FAO. C'est d'ailleurs le coordinateur de cette organisation pour le compte de la sous-région qui a planté le décor ce mardi. L'objectif principal de notre réunion sera d'évaluer les progrès accomplis à ce jour, d'échanger sur les défis et les solutions potentielles pour une meilleure exécution du programme et du mandat de l'FAO au niveau sous-régional et national, notamment dans le cadre de l'initiative Main dans les mains, Hand in Hand. Pour le président de la commission de la CEAC, la thématique de cette 13e réunion multidisciplinaire témoigne de toute l'urgence de la situation. Il n'est plus besoin de tirer la sonnette d'alarme pour comprendre qu'avec les effets conjugués de la situation sanitaire et socio-économique actuelle causée par la pandémie de la COVID-19, celle des groupes les plus vulnérables en particulier se pose avec plus d'acuité. La Covid-19 n'aura eu aucun répit pour les systèmes alimentaires des pays de la sous-région. L'heure est donc à l'action, c'est du moins ce que laisse entendre la prise de parole du ministre gabonais de l'Agriculture. Il est important que désormais nous marquions de manière définitive un tournant dans la mise en œuvre de notre agriculture. Au terme de ces 2 jours d'échange, les solutions et recommandations qui vont en résulter permettront de mieux adapter et accompagner les transformations des systèmes alimentaires en Afrique centrale pour les rendre plus résilients, inclusifs, sensibles au genre et à la nutrition. On parle aussi de cet atelier sur la reformulation du programme GRAIN qui se tient à Libreville, la capitale gabonaise, du 30 mars au 1er avril. Le but est donc de faire le bilan des précédentes phases du dit programme afin d'atteindre les objectifs de la 2e phase pour la période allant de 2020 à 2025. Le compte rendu de Marie-Pascale Mouissi et Hervé Aubiang. Ces travaux auxquels ont assisté plusieurs membres du gouvernement, les partenaires au développement, tels que la BAD, les représentants des coopératives et la société civile, revêt un intérêt particulier pour le Gabon. Le secteur agricole est l'un des canaux de développement dans le plan d'accélération de l'économie du pays. Le premier atelier intervenant à un moment particulier et important pour notre pays coïncide avec l'adoption du nouveau plan de transformation de l'économie. Cette rencontre intervient 4 ans après la signature de la convention de prêt entre la BAD et le gouvernement pour la mise en place du PAPG1, le projet d'appui au programme GRAIN phase 1, pour un montant global de 76,1 milliards et une durée fixée à 5 années jusqu'en 2023. Nous sommes donc à mi-parcours de ce programme. Initié pour accompagner les petits agriculteurs et les coopératives, ce programme qui joue un rôle important dans le développement des cultures vivrières doit pouvoir répondre aux attentes du gouvernement gabonais. Il me semble nécessaire de saisir l'opportunité offerte par cette rencontre pour établir un diagnostic complet à la fois du programme GRAIN mais aussi du PAPG1 afin de proposer des solutions innovantes qui permettront à ces programmes de contribuer à l'atteinte des objectifs du PAT. C'est en décembre 2014 que le Gabon, avec le partenariat de l'AM, acteurs de premier plan de l'agro-industrie, se sont associés pour lancer un nouveau programme phare intitulé Gabonaise des réalisations agricoles et des initiatives des nationaux engagés, GRAIN. Ce programme a pour objectif principal de réduire la pauvreté, d'assurer la sécurité alimentaire et d'accélérer la diversification économique. Et de son côté, l'Agence gabonaise de normalisation, en collaboration avec celle du Sénégal, organise donc pendant 2 jours à Libreville une formation sur les normes ISO 30500 et ISO 24521 consacrée justement à la question de l'assainissement durable et équitable pour les pays africains. Rona Charline Mouinkonde et Jospin Bomba Dionga s'en font l'écho. S'offrir les bénéfices d'une économie circulaire à travers le développement du marché de l'eau et de l'assainissement en favorisant un accès universel sûr, fiable et de qualité. Voilà toute la dimension portée par cette session de formation axée sur la mise en pratique des normes internationales ISO 30500 et ISO 24521. Un assainissement géré de manière sûre a le potentiel d'améliorer la santé et la résilience des communautés et même de sauver des vies.
Pour l'occasion et conformément aux mesures sanitaires en vigueur au Gabon, une trentaine d'acteurs sélectionnés parmi les collectivités locales, les membres de la société civile et des institutions prennent part à ces travaux. Cette formation devra également miser sur l'implication de nos concitoyens, car au terme de cette dernière, il faudra que chaque Gabonais se sente citoyen d'un pays. Donc il faut protéger et partager les ressources et chacun, par ses gestes et par sa vigilance, devra apporter sa pierre à l'établissement d'un modèle de vie empreint de responsabilité. Le Gabon est engagé depuis 2009 dans un processus d'industrialisation, un processus qui intègre la prise en compte des services d'assainissement de base soumis aux normes ISO 30500, 24521 et la plus récente 31800. La question d'assainissement met en lumière l'apport de la normalisation en termes de gestion des déchets, d'accès à l'eau, d'où le sens de cet atelier. L'Agence gabonaise de normalisation entend donc vulgariser cette approche d'ensemble pour donner au système d'assainissement une place de choix dans la stratégie de construction des villes durables à travers lesquelles nos déchets deviendraient des ressources utiles au développement d'un nouveau marché. Quels procédés mettre en place pour que l'industrie du bois profite davantage à l'économie du pays? Comment veiller à la traçabilité du bois certifié? Autant de questions qui ont retenu l'attention des acteurs du secteur bois au cours de la task force sur l'amont forestier qui permettra entre autres d'asseoir un plan d'accélération de la transformation dans le secteur. Écoutons cette intervention de Charles Mveila, le ministre délégué aux eaux et forêts. Et en charge, n'est-ce pas, la task force sur l'amont forestier, c'est quoi exactement? Il s'agit, n'est-ce pas, pour nous, de permettre à l'ensemble des entreprises consommatrices de cette ressource qu'est le bois d'en disposer réellement. Nous n'avons pas, jusqu'à ce jour, tiré réellement le juste profit qu'il se devrait, n'est-ce pas, en termes de retour, d'entrée dans notre économie, dans le secteur bois. Nous sommes en train de regarder les questions de traçabilité parce que nous devons savoir lorsqu'une essence sort de la forêt, elle va où et jusqu'où elle va. Parce que ça aussi est un enjeu international. Donc toutes ces questions-là sont en train d'être traitées par la task force. Ce qui est réellement attendu à l'issue de notre task force, c'est que, nous ayons mis la réglementation nécessaire pour que le secteur soit beaucoup plus dynamique. De deux, qu'il y ait réellement des emplois créés, n'est-ce pas? Troisièmement, je pense que l'État, n'est-ce pas, en récolte les bénéfices. Nous vous l'annoncions également ce mardi à Libreville, le comité de pilotage des recommandations du Forum de la fonction publique s'est réuni avec l'ensemble des leaders syndicaux. Objectif, faire un bilan à mi-parcours de l'état d'avancement de la situation administrative des agents de l'État. Michel Teni et Jospin Bombadionga. Le Forum de la fonction publique qui s'est tenu entre janvier et juillet 2020 a accouché de 144 recommandations. Au titre des priorités liées à l'exécution de celles-ci, il y a les recrutements et les reclassements en somme, la régularisation des situations administratives. À la question de savoir si le gouvernement a tenu sa promesse, il est possible de répondre par l'affirmative, car de mi-décembre à mi-janvier, 1044 dossiers ont été régularisés. Toutefois, le comité de pilotage représentant l'ensemble des syndicats juge lente l'exécution du processus. Lorsqu'on fait le bilan à mi-parcours, on se rend compte que la vitesse de croisière n'est pas encore atteinte. Parce que sur les 100 000 fonctionnaires à peu près gabonais, nous sommes à moins de 4 000 régulations des situations administratives. Il est question que le gouvernement accélère le rythme pour que nous ne puissions pas retomber dans les turpitudes du passé qui puissent entacher au climat social. Cette accélération est souhaitée pour enfin s'attaquer à d'autres dossiers aussi prioritaires qu'urgents, à l'instar du nouveau système de paiement de retraite. Nous attendons également que pour cette année, l'arrimage de la pension retraite à au nouveau système de rémunération. Nous on a les voies grands chantiers. Et ce travail est fait et d'ici quelques mois, avant décembre, nous allons effectivement boucler ce dossier et faire en sorte que les retraités qui attendent puissent bénéficier de leur nouvelle pension. Pour information, l'application d'autres recommandations issues du Forum de la fonction publique se fera progressivement suivant un calendrier qui n'a pas encore été défini.
Outre les parents et les enseignants, la recrudescence des violences en milieu scolaire au Gabon inquiète aussi les politiques. C'est d'ailleurs le cas des jeunes du Centre des libéraux réformateurs qui ont lancé ce jour à Libreville une campagne de sensibilisation contre ce phénomène dans la province de l'Est hier. C'était en présence de nos reporters Davila Oboula et Lewis Midiougo. C'est au lycée Joe Dabani, dans le 6e arrondissement de Libreville, que le top départ de la campagne de sensibilisation contre les violences juvéniles, observée particulièrement en milieu scolaire, a été lancé. À la différence des autres campagnes de sensibilisation, les jeunes du CLR, le Centre des libéraux réformateurs, ont tenu à comprendre de fond en comble le mal qui anime ces derniers pour qu'à la fin, la prévention de la violence soit faite par les jeunes eux-mêmes. Il est vrai qu'ils sont tirés à un moment donné par la société. On a envie de dire qu'ils ne font rien aujourd'hui pour élever les enfants dignement. À part l'école, nous n'avons pas de loisirs. Nos enfants n'ont pas d'autres plateformes d'expression. Ça, c'est pour le cas de la société. Nous avons aujourd'hui également une société qui est très agressive. Et ça part des maisons. Et donc, du coup, tout cela se répercute sur l'enfant. Mais on a envie de dire à cet enfant-là qu'il a le choix, lui, de ne pas suivre cette voie-là en lui présentant toutes les conséquences négatives, n'est-ce pas, qu'entraîne la violence. De leur côté, et à l'issue de cette première étape, que retenir de la violence en elle-même? Des petites actions que nous faisons vers nos camarades, ça frustre beaucoup, à tort et à travers. Parfois, ce n'est pas volontaire, mais on ne se rend pas compte qu'on est en train de faire de la violence, qu'elle peut être physique ou verbale, surtout verbale. Entre nous, on ne se rend pas compte. Au-delà de cet échange interactif qui se tiendra tout le mois d'avril dans les différents établissements de la capitale Libreville, un concours de slam a également été lancé sur la même thématique. Dans chaque établissement visité, un club de jeunesse pour la lutte contre les violences au milieu scolaire sera mis en place. Au terme de cette sensibilisation, un guide du meilleur vivre ensemble d'une jeunesse sans violence sera présenté et distribué pour qu'à jamais la voix de la jeunesse soit entendue. D'autres interrogations, les jeunes sont-ils individualistes, désengagés et apathiques, comme on l'entend souvent dire dans différents médias et certaines enquêtes scientifiques? Cette image d'un déficit de participation et d'engagement est-elle exacte? La jeunesse 2.0 pour certains lancerait-elle en réalité un cri de détresse? Voyons cela dans ce clin d'œil. Paresseux, égoïstes, intolérants, c'est ainsi que certaines personnes perçoivent les jeunes aujourd'hui. L'ère 2.0 a cristallisé la fracture générationnelle. Pour autant, ce regard accusateur des vieux sur la jeune génération n'a rien de nouveau ou d'exceptionnel. De tout temps, on a entendu les adultes critiquer les tribulations de la jeunesse. Et vous, qu'en pensez-vous ? On voit d'ici la réponse de plusieurs d'entre vous. Les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe. Ils sont mal élevés, méprisent l'autorité, n'ont aucun respect pour leurs aînés et bavardent au lieu de travailler. Ils ne se lèvent plus lorsqu'un adulte pénètre dans la pièce où ils se trouvent. Ils contredisent leurs parents. Seulement, arrêtons-nous un instant et regardons autour de nous. Dans le monde d'aujourd'hui, faire un droit de parole avec des jeunes, c'est quelque chose de sérieux. Donc, il faut croire en ce qu'ils sont. Ce droit de parole nous a fait voir qu'ils sont souvent le reflet de notre société, c'est-à-dire mélangés par la mode, les médias, l'Internet et parfois même nous, vous, les adultes d'aujourd'hui. On pourrait aller encore plus loin en vous faisant croire qu'ils sont fréquemment tristes, déchirés, nos chers jeunes, à la recherche de quelque chose. Mais de quoi ? Le mal-être est profond. Ils ont soif de vérité, d'avoir une place, des explications, mais surtout d'être aimés. Ce sont des êtres qui crient leurs besoins, d'avoir un sens à leur vie, d'apprendre le sens des valeurs. Ces faits qui nous semblent anodins. N'oublions pas que les jeunes sont souvent frustrés, blessés par les divorces, les abus de toutes sortes, la peur de l'avenir, les exigences d'un monde désordonné, le chômage, les drogues, l'alcool. Dans un monde où Star Trek, où la guerre des étoiles ont pris la place de la religion, de la famille, de l'État. Il faut bien l'avouer, le ou la meilleure amie de la jeunesse, c'est Madame Vision, de son prénom télé, ou encore smartphone, Facebook, YouTube, ou le nouveau venu TikTok. Avec cette amie, la jeunesse rêve, elle crée, elle oublie, elle s'exprime.
Certains disent que notre monde est en crise d'adolescence. Un monde où la critique fait partie du quotidien et c'est là que le jeune est tiraillé ou inspiré par les commentaires que nous apportons en tant qu'adultes. La religion est un sujet tantôt tabou, tantôt chargé de mépris, voire même de faux jugements. La famille est disloquée, l'autorité étatique est parfois sourde. Malheureusement, ce sont ces entités qui doivent inspirer la nouvelle génération. Mais il existe une autre réalité. Le monde connaît la plus importante génération de jeunes de son histoire. Un quart de la population mondiale est âgée de moins de 24 ans. Plus de 90% des 1,8 milliard d'adolescents et de jeunes vivent dans les pays en développement. Si cette jeunesse constitue un formidable potentiel de développement, les défis à relever restent énormes. Rappelons-nous que pour qu'un enfant devienne un adulte responsable, il doit l'apprendre de quelque part. Alors, depuis votre continent, votre pays, votre quartier, votre famille, dites-nous de qui apprennent les jeunes aujourd'hui. Voilà qui met un terme à cette grande édition d'information de la soirée. Place à présent un rappel des titres. Le forum de la France. En Centrafrique, Faustin Archange-Touadéra a prêté serment à Bangui, une investiture placée sous le signe du dialogue républicain entre les acteurs politiques. Les premières doses du vaccin de Johnson & Johnson sont attendues en Afrique dès le mois de septembre 2021. Au Gabon, pour apaiser les tensions au sein du ministère de la fonction publique, un forum s'était tenu. Ce jour, les différentes parties se sont retrouvées pour un bilan à mi-parcours. Nous venons de le voir, le clin d'œil de ce soir était axé sur cette interrogation, une jeunesse pour quel avenir? C'est tout pour l'actualité du jour qui se poursuit d'ailleurs sur nos adresses qui s'affichent au bas de l'écran. Le virus circule toujours. Respectons tous et scrupuleusement les gestes barrières et puis faisons-nous vacciner. Bonne suite des programmes sur Gabon 24. À partir de votre menu, étoile 555 dièse, sélectionnez achat de forfait, puis le 2 pour un autre numéro. Saisissez le numéro de votre box, choisissez le forfait souhaité.